Merci monsieur Martin. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui. On va vous laisser arriver quelques secondes avant de démarrer. Voilà. Donc, on va pas attendre 5 minutes, mais on va attendre quelques secondes parce qu'on sait qu'après la pause déj, on est toujours un peu speed et que du coup, on arrive au compte-gouttes. Eh bien, on est déjà 46, donc c'est très bien. Ravi de vous recevoir aujourd'hui, heu, pour, discuter d'un sujet qui nous passionne et qui vous passionne aussi, j'imagine. La fuite des talents et comment redonner, du sens aux carrières de vos collaborateurs. Donc moi je suis Mathieu Martin, je suis cofondateur de 365 Talents et je suis accompagné d'Eliott Tessier. Si tu veux dire 2 mots Eliott? Bonjour à tous. Oui, du coup, je suis Elliot et je suis directeur des opérations clients chez 365 Talents. Du coup, j'accompagne tous nos clients, depuis la phase de d'implémentation et ensuite durant tous nos projets, de déploiement. Eh bien merci. Alors quelques rappels, concernant ce webinar. Alors bien entendu, on aura, une, phase de questions-réponses. En fin de webinar, on va je pense, se laisser à peu près 10 minutes parce que ces sujets, comme beaucoup d'autres, soulèvent pas mal de questions. Du coup, on vous laissera, l'occasion de les poser. Si vraiment il y a des choses qui ne sont pas claires au cours du webinar, on a la chance d'être 2, donc on pourra peut-être et gérer le chat, et pouvoir répondre aux questions si elles alimentent, ce qu'on est en train de dire, ça peut être aussi intéressant. Donc si vraiment il y a des choses pas claires, n'hésitez pas à les poser et à les creuser, en live. Voilà et puis, je le rappelle, mais comme Ferhat l'a dit, le webinar, sera, accessible aussi en replay et vous pouvez télécharger la présentation qu'on va vous diffuser. C'est une présentation qui n'est pas trop, fournie, et ça, on l'a fait délibérément. Ce qu'on a voulu favoriser aujourd'hui, c'est vraiment, l'échange de bonnes pratiques, vraiment, être capable d'illustrer tout ce qu'on raconte avec des exemples concrets dans la vraie vie chez nos clients, parce qu'on pense que c'est ce qui vous apporte le plus de valeur. Donc voilà, Elliot, qui est en charge des opérations clients, sera chargé d'illustrer tout ce que je raconte et tout ce qu'on se dit de manière générale avec des exemples. Donc voilà. Hem, Juste quelques mots pour, vous situer un petit peu qui l'on est si vous ne nous connaissez pas. On est 365 Talents et donc c'est une solution de gestion agile des compétences. On travaille avec des entreprises pour les aider à mieux connaître leurs collaborateurs, pour répondre à 2 enjeux clés, que sont, la personnalisation des carrières des collaborateurs, qui est le sujet du jour, et un sujet plus macro qui est comment, on permet, aux entreprises d'adresser sereinement les transformations auxquelles elles font face. Voilà, donc on est 50 collaborateurs, on est entre Paris et Lyon, on a 200 000 utilisateurs, on a une, solution qui est déployée mondialement dans 20 pays. Voilà et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à creuser ces points-là avec nous ultérieurement. Alors aujourd'hui, on va parler de la fuite des talents. Les Américains se sont emparés, du sujet les premiers parce que, cette fuite des talents s'est observée, peut-être dans un premier temps chez eux et donc, on a voulu, en introduction, s'appuyer sur une étude de McKinsey qui a été publiée il y a quelque temps, et donc qui révélait que 40 des collaborateurs souhaitaient quitter leur emploi dans les 3 ou 6 prochains mois. Donc tout ça, cette fuite des talents, elle est, consécutive, finalement à cette pandémie, et finalement, cette pandémie a eu plusieurs vertus. En tout cas, elle a suscité chez les collaborateurs des réflexions sur, le sens qu'ils voulaient donner à leur carrière et du coup, en a découlé effectivement, pas mal de mouvements, et l'envie, chez ces mêmes collaborateurs, de redonner du sens à leur carrière et puis, souvent de quitter l'entreprise dans laquelle ils étaient. Le problème, dans tout ça, c'est que, bien entendu, une fuite des talents, c'est jamais, positif, pour l'entreprise. C'est son business qui est mis en risque.
quand, les talents s'en vont. Un des premiers réflexes, c'est d'être capable d'endiguer cette fuite des talents et ce qu'on observe à travers cette enquête, c'est que finalement, il y a une asymétrie finalement entre les raisons pour lesquelles les gens partent et les raisons supposées, en tout cas, ce que pensent les collaborateurs de la fuite de ces ta ce que pensent pardon les employeurs de la fuite de ces talents. Pourquoi les gens partent? Et donc souvent, ils ne savent pas pourquoi les gens partent et donc ce déficit de connaissance, il est redoutable parce que si on ne connaît pas, c'est compliqué de résoudre, des problèmes. Donc là, cette infographie, je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais en gros, les collaborateurs souhaitent avoir plus d'impact dans leur mission, être capable de se projeter, avoir du sens, dans leur travail et finalement, les employeurs pensent que, via on va dire, des transactions, notamment, financières, vont pouvoir, endiguer cette fuite des talents en permettant aux collaborateurs d'avoir des salaires plus élevés et cetera. Donc cette asymétrie fait que, le problème est quand même, assez compliqué. Donc il y a différentes manières d'endiguer cette fuite des talents. La première et ça finalement, on l'a vu un petit peu partout parce que de gré ou de force, les entreprises ont dû, s'adapter et mettre en place, du télétravail. Donc ça finalement le plus d'avoir plus de flexibilité sur les horaires, de mettre en place comme je disais ce télétravail, hem, ce télétravail quasiment à temps plein, ou presque, c'est assez facile à mettre en place et finalement, les grands groupes ont bien compris que c'était important pour les collaborateurs de pérenniser tout ça. Donc finalement, ça, on va dire que c'est des mesures assez simples à mettre en place. En revanche, sur toute la partie, impact et comment je donne du sens à ma carrière, comment j'ai plus de visibilité, plus de variété dans les missions que je mène, c'est un peu plus compliqué. Et donc les parcours de carrière, et les mobilités plus agiles, plus variées, c'est toujours des processus qui sont assez compliqués, à mettre en place. Il y a des outils pour ça. Il y a effectivement des actions de change, à mener pour être capable d'y arriver et c'est tout le sujet du jour. C'est ce qui nous anime nous chez 365 Talents. Donc on veut vous présenter ce que l'on fait nous et ce que l'on propose à nos clients pour essayer d'endiguer cette fuite des talents. Mais tout d'abord, moi je souhaitais, demander à Elliot, ce que lui inspirait ce que je viens de raconter en introduction. Merci beaucoup, Mathieu. C'est vrai que ce que tu viens de présenter, ça peut faire peur. Je pense que ça fait peur à beaucoup de personnes, mais je pense que, finalement le principal risque, à ça, c'est de trop vite réagir et de pas mener des transformations de fond et je pense que c'est ça le principal enjeu, finalement que vont avoir les entreprises. C'est ne pas être juste dans la réaction, mais dans l'action. Et même, si on voit les choses autrement, si on pouvait comparer l'expérience d'un collaborateur à par exemple, l'expérience d'un client, je pense que là où on peut se dire, par exemple, qu'on sait faire de la rétention client, en envoyant un SMS et en envoyant un code promo à un consommateur. Côté collaborateur, je pense que ces actions-là de façade peuvent avoir peut-être des micro impacts à court terme, mais en tout cas, le vrai sujet, c'est pas comment je fais de la rétention client à court terme, c'est plutôt comment j'arrive sur le long terme à fidéliser et je pense que l'approche doit vraiment être là-dessus sur comment je fidélise. Donc, il y a plusieurs moyens d'y arriver et on peut le voir dans le schéma de McKinsey, il y a des sujets d'équilibre, vie pro, vie perso, il y a des sujets d'expérience collaborateur, d'appartenance et ça, je pense que ça commence dès le début. Donc, dès l'onboarding, par exemple, avoir une expérience d'arrivée dès le premier jour qui permet à chaque, employé de se projeter dans l'entreprise. Et enfin, tu l'as dit, il y a évidemment aussi des sujets autour de la carrière et comment je me projette et effectivement, là-dessus, on a des choses à dire chez nous puisqu'on le voit chez nos clients et moi, il y a 3 sujets, enfin, qu'on voit chez nos clients sur lesquels je voudrais insister. Alors, on a appelé ça la méthode VOF. Ne la cherchez pas, elle n'existe pas. Mais voilà, comme je me suis dit que Mathieu allait parler de McKinsey avant et qu'il allait briller, que moi aussi j'allais inventer une méthode, mais au moins, tout le monde va s'en souvenir. Le point important, c'est pas le VOF, mais surtout les 3 mots que j'ai mis. Je pense que ce qui est important et encore une fois, ce qu'on voit chez nos clients, c'est un déjà le côté, vite. C'est-à-dire qu'on a tendance aujourd'hui trop souvent à penser que le côté carrière et projection doit se faire, 2-3 ans, par exemple, après qu'un employé soit arrivé, puisqu'on se dit au début: Il est dans son poste, c'est tout neuf, il y a pas de raison qu'il se projette». Et je pense que c'est une erreur, pour plusieurs raisons. La première, c'est que s'il le fait pas chez vous, il le fera autre part, notamment via LinkedIn où il peut voir plein d'offres d'emploi et le 2e point,
C'est en se projetant, le plus important, c'est aussi anticiper. C'est-à-dire que même si je commence un nouveau métier, le fait de pouvoir voir le champ des possibles, de pouvoir devoir me projeter sur d'autres métiers, ça me permet aussi de voir l'écart de compétences avec d'autres métiers et du coup, bah, d'anticiper des formations puisque c'est pas le jour où je vais vouloir changer que je vais pouvoir me former en 2 mois sur un nouveau métier. Donc vraiment ce côté, dès le début, lui permettre de voir le chemin d'après, c'est hyper important et d'ailleurs, je trouve que le meilleur exemple pour montrer que ça marche bien, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, pour ce qu'on appelle les high potential, on crée dès le début des fast track, donc des chemins, un peu tracés qui vont vite et on montre dès le début le chemin qu'ils vont prendre. C'est des personnes que les high potential souvent qu'on a envie de garder et donc du coup, si demain on se dit qu'on a envie de garder tout le monde, je pense que c'est un peu ce même schéma qu'il faudrait réussir à répliquer et pour tout le monde, donner un peu cette vision. Après, vous allez me dire: «Oui, mais c'est compliqué, les high potential, on a des équipes faites pour ça prend du temps». Alors comment on fait, avec des équipes RH limitées pour quand même, bah, donner à tout le monde cette possibilité de voir le champ des possibles? Et bah, ça fait le lien avec le deuxième aspect, c'est le côté ouvert. C'est-à-dire qu'il faut, je pense et avec des outils qui sont adaptés comme le nôtre, rendre acteurs les collaborateurs. C'est-à-dire que toute l'information sur les métiers disponibles, sur les compétences, ne doit plus être enfermée dans des outils obsolètes et vieux, mais doit être ouverte et accessible, par tout le monde. C'est ce qu'on fait chez nos clients où les fiches métiers, dont certains d'entre vous, beaucoup, ont dû se tirer les cheveux dessus à les écrire, bah, enfin, elles quittent le dossier SharePoint, PDF et elles sont mis en avant et valorisées pour que tout le monde puisse voir bah, des chemins qui soient, verticales ou horizontales ou audacieux, mais en tout cas des chemins qui puissent prendre et ça, c'est extrêmement important parce que aussi ça permet de positionner vraiment, je trouve, les RH comme des fournisseurs un peu de services. J'aime beaucoup une expression d'une de nos clientes à la Caisse des dépôts, la DRH qui parle de GPEC as a service, c'est-à-dire, comment on transforme tout l'investissement qu'on fait sur les métiers, sur la valorisation, comment on le transforme en service avec un outil du coup qui permet de le faire. Et enfin, le dernier point hyper important, je trouve, et qui est lié aussi un peu, je pense, aux nouvelles générations, aux nouveaux modes de travail, c'est le côté flexible. C'est-à-dire que, de plus en plus, et on le voit chez nos clients, on quitte un peu le poste ouvert classique, le métier classique, c'est-à-dire, un poste sur 3 4 ans, avec, des objectifs définis et on dit: «Bah, dans 4 ans, quand tu auras fini, on verra où tu peux aller». On voit de plus en plus de nouveaux types, on va dire, à la fois sur le fond et la forme, d'évolution. Quand je dis sur la forme, c'est par exemple des missions. De plus en plus de personnes se voient confier des missions court terme, voire plusieurs missions en même temps. Je sais pas si tu as entendu parler du principe de slasher, donc c'est ces personnes qui ne veulent plus de CDI parce qu'elles veulent vouloir faire plusieurs choses en même temps, elles veulent, avoir plusieurs compétences, plusieurs casquettes. Moi, je pense que et on le voit chez nos clients, ça commence à arriver, qu'on peut faire ça, mais aussi en CDI. Mais du coup, pour ça, il faut avoir, bah, des outils flexibles qui permettent de gérer ce principe de mission, de pouvoir identifier des personnes pertinentes pour des postes court terme et donc voilà. Donc, voilà, en synthèse, avant peut-être de l'illustrer par des cas clients, on m'accueille plus loin, mais je pense que ça se voit chez nos clients, ce côté, bah, à la fois aller vite, permettre à chacun de vite se projeter, que ce soit ouvert, ne pas créer de silos, ne pas créer trop de workflow, des process interminables qui sont ingérables pour les RH parce qu'au final, ils deviennent des goulots d'étranglement et enfin le côté flexible, se réinventer un aussi sur un peu la forme de ce qu'on peut proposer aux collaborateurs et notamment aux nouvelles générations qui attendent autre chose qu'un CDI, calme sur 5 6 ans, voilà. Ah bah, du coup, moi, j'ai une question, à l'écoute de ce que tu viens de dire parce et je pense que c'est une question qu'il y a pas m que pas mal de gens ont dans l'auditoire. Hem, du coup, c'est effectivement, hyper, attrayant ce que tu racontes sur effectivement cette nouvelle manière d'envisager le mouvement dans l'entreprise. Du coup, ça met un peu de côté, la mét enfin le les notions un peu traditionnelles de mobilité interne. Sauf que comment on fait, finalement pour faire évoluer cette culture et finalement ces politiques liées, à la mobilité? Parce que, OK, tu parles quelque part de libre, circulation des compétences et de Mmh. comment on fluidifie tout ça, mais du coup derrière si les politiques de mobilité, n'évoluent pas, il y a une espèce d'injonction paradoxale où on permet aux collaborateurs de se projeter, mais derrière on lui dit qu'il peut pas bouger parce que, ça fait pas 3 ans qu'il est à son poste, par exemple. Mmh. Bah, après l'idée effectivement, c'est pas forcément de détruire toutes les règles au début, mais par contre, je pense que ce qui est hyper important, c'est de ce côté un peu de projection permanente. C'est-à-dire que, aujourd'hui, ce principe comme quoi, par exemple, la mobilité, il y aurait une saison de la mobilité, de janvier à février tous les 3 ans et qu'il y aurait une sorte de mercato.
Je pense que ça, c'est de l'ancien monde et que, il faut ce sujet un peu talent marketplace où chacun a ses compétences et les valorise, puis se projeter sur des métiers en les découvrant. Ce qui permet du coup aussi, nous par exemple dans l'outil, on permet, à chaque collaborateur de se déclarer intéressé par des métiers s'il l'est et du coup le RH et les managers a l'info et du coup le jour où il y a un poste qui est ouvert, qui est prêt à ce métier, le RH et les managers savent déjà et ont pu anticiper des personnes intéressées par ce métier. Donc je pense que c'est plutôt la notion de mouvement permanent, qu'il faut mettre en œuvre et forcément, je pense que ça va faire la transition à ce que je dis, avoir l'outil qui permet de le faire pour aussi, être capable de gérer, un peu ces nouveaux process qui sont beaucoup plus ouverts et quand même Mmh. savoir aussi un peu les maintenir. Alors effectivement, ça fait lien avec, ce que j'avais envie, d'aborder maintenant. Forcément, c'est important pour vous que vous connaissiez un peu la philosophie de notre outil, en tout cas la manière dont on opère chez nos clients. On a bien compris que pour garantir tout ce qu'on vient de se dire, le nerf de la guerre, c'était de connaître les collaborateurs et donc c'est vraiment le premier étage de la fusée. Comment on met en place, une solution qui permet de cartographier dynamiquement toutes les compétences, les expériences des collaborateurs, mais aussi toutes ses appétences et ses motivations de manière générale. Parce qu'il s'agit bien de cela. L'enjeu, c'est d'aller capter, ce qu'il a envie de faire pour éviter qu'il parte. Parce que comme le disait, Elliot, s'il trouve pas son bonheur en interne, en quelques clics sur LinkedIn, ben, non seulement il trouvera une mission, qui l'intéresse ou un nouveau job qui l'intéresse et en plus, à un salaire bien souvent, plus élevé parce que le marché du travail est aujourd'hui, hyper florissant. Donc connaître, donc cartographier facilement et organiser comme c'est écrit, tous les besoins et expertises de vos collaborateurs. Connaître dans le but, effectivement de mobiliser et mobiliser ça veut dire quoi? Ça veut dire, être capable de à la fois projeter les collaborateurs sur des opportunités personnalisées, donc faire en sorte que la singularité du collaborateur soit prise en compte. Arrêter de considérer que, finalement ce qui compte c'est son poste et les compétences qui sont rattachées à sa fiche de poste qui sont importantes et qui vont finalement, diriger la carrière qui sera la sienne. Donc faire en sorte de révéler la singularité de chaque collaborateur en le projetant sur des opportunités de formation, parce qu'on a découvert qu'il y avait un gap entre ce qu'il avait envie de faire et ce qu'il savait faire aujourd'hui. Et puis après en le projetant sur des opportunités, de poste, sur des opportunités de mission, par exemple, mais aussi en étant capable finalement de lui donner de la visibilité sur toutes les compétences qu'il y a dans l'entreprise et de générer ainsi de la collaboration et de la transversalité. Donc ça, c'est finalement l'angle, la deuxième étape, mobiliser. Et mobiliser, ça permet aussi de répondre à des enjeux business parce qu'il ne suffit pas juste de réenchanter l'expérience collaborateur, il faut aussi être capable d'ajuster les compétences que l'on a aujourd'hui avec les besoins de demain. Donc toute cette phase d'anticipation, elle sert effectivement aux collaborateurs, mais elle sert aussi l'entreprise dans sa manière d'adresser les enjeux business de demain. De manière transverse à tout ça, il y a forcément cette logique d'automatisation parce que si on veut mener finalement toutes ces tâches manuellement, c'est impossible parce que non seulement il faudrait s'entretenir avec tous les collaborateurs et cela de manière régulière pour avoir finalement une cartographie dynamique des compétences et donc cette automatisation permet au RH, forcément de se décharger de tâches, assez chronophages, et répétitives et du coup pour s'atteler, vraiment à ce qui a le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire les échanges avec les collaborateurs. Hem, à ce stade, avant de passer peut-être, aux exemples, chez nos clients, alors il y a peut-être une question dans le chat, Christelle, je reviendrai à votre question, juste après. Hem, avant de continuer et d'illustrer tout ce qu'on est en train de se dire avec des exemples clients, j'aimerais vous soumettre un sondage qu'on a préparé. Du coup, bon alors, le sujet c'est enfin la question c'est: sur quel sujet vous estimez devoir progresser en priorité ou sur lequel aimeriez-vous avoir des précisions? Donc il y a différents sujets forcément qui sont relatifs, aux propos qu'on est en train de tenir. Il y a pas qu'une question, il y a pas qu'une réponse possible, il y a 2 réponses possibles. Donc j'ouvre le sondage, n'hésitez pas à y répondre et comme ça après, vu que le sujet est quand même vaste et qu'on n'a que 45 minutes, ça nous aidera à orienter la nature des propos que l'on va avoir. Donc normalement, j'ai lancé le sondage. Dites-moi si ça fonctionne. Merci. Alors vous avez 1 minute pour répondre. C'est assez rapide, mais je vous fais confiance. Hop.
Et du coup, voilà, pour illustrer les différentes étapes, que l'on vient de voir, et ben, j'ai repris voilà, les différents blocs qui constituent chacune de ces étapes et c'est finalement les blocs que vous allez devoir, choisir, lors de ce sondage et sur lesquels on va peut-être, s'attarder un peu plus. Alors la question de Christelle, dans certains grands groupes Ce que j'allais dire, peut-être que je peux, pendant ouais, qu'il y a le sondage, répondre à la question de Christelle, vas-y. qui effectivement est une très bonne question. Et effectivement, quand j'essayais de transformer le mot «comment éviter la fuite des talents» à plutôt «comment on les fidélise», et c'est effectivement aussi, Christelle, comment on les engage sur le long terme. Et moi je pense que déjà effectivement cette notion déjà de connaître et de valoriser les atouts des collaborateurs, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trop de collaborateurs sont restreints à des compétences qui sont celles de leur poste et qui, du coup, sur lequel ils n'arrivent pas à exprimer des nouvelles appétences ou des nouvelles compétences et du coup à valoriser tout ce qu'ils savent faire. Et après, c'est effectivement comment on arrive à réutiliser toute cette connaissance qu'on a des appétences et des compétences de chaque collaborateur qui, encore une fois, dépassent leur poste, pour les mettre en mouvement et leur montrer tout le champ des possibles, que ce soit en vertical, c'est-à-dire en vertical, c'est je suis chef de projet, je peux devenir directeur de projet, mais beaucoup de personnes ne veulent plus ça et c'est de se dire aussi, bah, comment en horizontal, je peux aller sur des métiers plus audacieux et du coup, bah, potentiellement changer de casquette parce que j'ai des compétences transverses qui me permettent de faire d'autres métiers. Si j'ai aussi des formations qui me permettent d'aller dessus grâce à des formations plus techniques, et en tout cas, je pense que c'est vraiment ce mouvement et encore une fois, montrer ce champ des possibles en rendant chaque, collaborateur acteur qui permet de pousser de pousser ce changement et je l'espère d'avoir des collaborateurs engagés. Nous sur nos plateformes, on atteint des taux, d'activation, très élevés quand on dit aux collaborateurs, «On est une plateforme qui vient vous aider vraiment à découvrir les métiers de demain dans votre entreprise, à valoriser vos compétences» et on est quand même sur des taux d'activation en moyenne entre 60 et 70, ce qui est extrêmement élevé, hein, pour des solutions SaaS, dans les RH. Donc je pense qu'il y a un vrai attrait et une vraie envie pour les collaborateurs d'avoir ce genre d'outils entre les mains. Juste, pour compléter ce que tu dis mais par une question du coup, il y a effectivement cet enjeu, comment on propose une expérience utilisateur qui soit la plus simple possible et qui permette à tous les collaborateurs de s'approprier l'outil. Il y a aussi, une excellence à avoir dans l'accompagnement au changement et dans la communication que l'on fait pour faire en sorte que la mayonnaise prenne et pour animer comme il se doit un projet comme celui-ci. Ça, j'aimerais bien que tu en dises un mot, Elliot, parce que c'est clé. L'outil n'est qu'un outil. Derrière, il faut aussi, mobiliser l'équipe, aussi bien, de notre côté, mais que l'équipe cliente pour faire en sorte qu'il y ait un vrai, et sponsorship et une vraie implication, pour que ça soit un succès. Oui, bien sûr, c'est vrai que nous, au final, on reste un outil et jamais un outil seul transforme les choses. Il faut derrière, effectivement, comme tu le dis, bah, toute la transformation qui dépasse l'outil et qui va dans les process, et aussi de l'explication de en quoi on va changer les choses, donc côté collaborateur. Mais aussi, c'est vrai que c'est extrêmement important aussi qu'il y ait cette vision au niveau sponsorship et au niveau RH et manager pour changer les choses. Parce que c'est vrai que je parle de collaborateurs acteurs, mais si en face de celui-ci qui est acteur, on n'a pas des RH et des managers qui ont le temps et et qui sont en posture d'être, en réponse à ce collaborateur acteur, finalement les choses ne changent pas et c'est encore pire parce qu'on a mis entre les mains un outil, c'est encore plus frustrant parce qu'on a mis entre les mains des collaborateurs un acteur où ils peuvent se déclarer intéressés par des métiers ou par des nouvelles compétences et autres et finalement si derrière on n'est pas capable de suivre ces demandes, ça effectivement ça peut poser problème et que la conduite du changement et l'accompagnement est extrêmement important. OK. Bah, du coup, merci, pour cette réponse. Alors, on a les réponses du sondage. Bah, merci d'avoir participé, ça nous aide. Alors Elliot, aider vos managers à développer des talents arrive en tête, suivi de booster la mobilité interne et l'agilité et en troisième position, on a favorisé l'engagement de vos équipes. Je trouve ça hyper intéressant comme résultat de sondage parce que, aider vos managers à développer des talents vraiment, chez tous nos clients, ben, c'est un vrai sujet. C'était un sujet, dès le début de notre lancement en 2015-2016 quand on parlait de ce qu'on faisait, on nous disait souvent: «Oui, mais le manager dans tout ça,
Qu'est-ce qu'il va dire si on rend, disponible, aux yeux de tous toutes les compétences de l'entreprise, les compétences de ses équipes? Je vais me faire, finalement, chasser mes meilleurs éléments, enfin voilà, il y avait une levée de bouclier des managers, en tout cas, présupposée levée de bouclier des managers. Aujourd'hui, on vient nous voir pour nous dire: «Bah, en fait, nous, on veut que le manager soit acteur finalement et soit aussi RH et soit capable de piloter agilement ses équipes». Donc comment nous, enfin, on devient, en tant qu'RH, comment on devient vraiment, business partner et comment votre outil peut répondre à ces enjeux-là? On a des exemples concrets chez nos clients Elliott. Est-ce que tu veux nous en donner un ou 2? Oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement, quand tout à l'heure je citais la notion de GPEC as a service, c'est du service pour les collaborateurs, mais c'est aussi du service pour les managers à qui on demande d'avoir un rôle et qui aujourd'hui sont très peu outillés pour ça. Et effectivement, nous, avec notre outil, on va intervenir, je pense, à 3 niveaux. Et d'ailleurs, on a des cas clients qui sont assez différents. On va permettre aux managers d'être plus, actifs, d'avoir un rôle plus important dans les mobilités, donc dans vraiment la gestion de ses équipes et les roulements, des compétences au sein de ses équipes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la gestion des compétences au sein de son équipe et le développement. C'est-à-dire une fois que les personnes sont là, comment je fais en sorte qu'elles se développent et et les compétences augmentent. Et enfin, le 3e point, c'est un sujet aussi de comment je peux, rapidement, accompagner les collaborateurs dans l'évolution de leurs compétences, notamment à travers le feedback. Donc ça, c'est 3 points importants et si je peux illustrer avec 3 clients, c'est, bah, par exemple, à la Société Générale, sur le premier point, sur la partie, comment les managers, jouent un rôle plus proactif dans la mobilité. Eux, ils ont décidé que, dans la plateforme, c'était à chaque manager de s avec l'aide des RH, finalement, de créer leur offre. Alors, ils ont évidemment des templates de fiches métiers et tout, mais d'avoir vraiment ce 1er niveau d'analyse des profils et d'identifier des profils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un changement du coup dans le rôle du RH qui n'est plus là pour, dire au manager: «Est-ce que tu as bien regardé, les réponses que tu as eues? Est-ce que nanana, est-ce que tu» Le RH est plutôt en posture de coach, d'accompagnateur du manager sur, comment l'aider à trouver un bon profil, comment l'aider dans les entretiens et finalement on responsabilise et on automise le manager, dans la recherche de ses compétences et c'est extrêmement intéressant et en plus ça a des résultats très positifs je pense sur la mobilité au global puisque, bah, cet intérêt aussi business qu'il a à court terme du manager à trouver vite des profils, bah, a un impact positif et le RH lui encore une fois a cette posture de coach, donc c'est extrêmement intéressant. Est-ce que finalement la posture du manager évolue, parce que justement la notion de mouvement évolue, et qu'on va demander au manager d'être capable de staffer rapidement? En tout cas, le manager, lui, va vouloir staffer rapidement pour répondre à des enjeux business qui sont assez, on va dire cruciaux. Hem, est-ce que c'est finalement, ça qui permet au RH d'être enfin, apporteur d'une valeur assez palpable? C'est-à-dire, est-ce que le RH doit être capable de parler ROI aussi, pour, finalement avoir l'oreille du manager? Oui, bien sûr, bah, il va l'aider effectivement sur ce côté aussi, rapidité de la mobilité, sur le sujet aussi, bah, d'identifier facilement et rapidement les bonnes compétences pour son offre et effectivement, pour ça, lui mettre à disposition un outil où il peut voir toutes les compétences disponibles au sein de l'entreprise avec les profils qui sont déjà déclarés intéressés par des mobilités. Bah, pour lui, en termes effectivement de rapidité et de ROI, c'est extrêmement important et du coup, le RH lui apporte ça avec ce genre d'outil. OK. Après le deuxième point que j'avais cité, c'était aider son équipe à évoluer. Donc ça, c'est par exemple un point extrêmement important qu'on a au Crédit Agricole où les managers, bah, ont ce rôle vraiment de faire évoluer les compétences de leurs équipes pour être sûr qu'elles répondent aux besoins de l'entreprise et du coup, nous, on met par exemple à disposition, un accès à chaque manager de fonctionnalités analytics où il peut voir en temps réel toutes les compétences de ses collaborateurs, le niveau sur ses compétences et aussi du coup voir aussi un décalage éventuellement entre ce dont il a besoin et l'existant. Et ça, c'est super important parce que c'est vraiment la base de tout. C'est-à-dire que comme tu le disais Mathieu, sans connaître, on est incapable ensuite d'avoir des actions concrètes et que du coup là, il a en temps réel toutes les compétences de son équipe et aussi, bah, une vision sur potentiellement des actions qu'il pourrait lancer en termes de formation ou de recrutement. Et enfin, le 3e point qu'on a cité, c'est la partie, feedback qui est aussi du coup, installée, au sein du Crédit Agricole. Et ça, moi je trouve que c'est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui on demande beaucoup aux managers de valoriser les compétences des collaborateurs. Mais le problème, c'est que
je trouve, en tout cas c'est notre avis, c'est pas une fois tous les ans à travers un entretien annuel et à travers des compétences qui sont souvent, obsolètes, voire figées, qu'on permet à un manager d'aider ses collaborateurs sur des vraies compétences et que du coup, nous on permet à chaque collaborateur de pouvoir donner, son avis sur des compétences déclarées par les collaborateurs, soit par une note, soit par un texte libre. Mais au moins, on est vraiment dans du feedback, j'ai envie de dire de la vraie vie et je pense que c'est vraiment ça qui est extrêmement important dans la notion de feedback, c'est vraiment d'accompagner les collaborateurs sur des choses qui sont réelles et pas juste faire des feedbacks, tous les ans sur des choses qui sont assez peu palpables et assez peu concrètes. OK. Alors on en a déjà un petit peu parlé, mais bon, il y a un sujet qui visiblement aussi, intéresse, en tout cas un challenge qui concerne pas mal de personnes qui participent au webinaire, c'est comment booster la mobilité interne et l'agilité. Et effectivement, ça, c'est un des cas d'usage, finalement commun à tous nos Mmh. clients. Effectivement, chez quand même beaucoup de nos clients, on a ce cas d'usage de la mobilité qui est extrêmement important, pour mettre en mouvement, tous les collaborateurs. Du coup, chez Allianz, on avait commencé il y a 2 3 ans par un pilote où effectivement, au début, ils avaient décidé de uniquement inviter les personnes qui étaient en situation de mobilité active, c'est-à-dire les personnes qui s'étaient déclarées intéressées, par une mobilité. Donc ça a bien pris effectivement, donc chaque personne avait un profil dans lequel il déclare ses compétences. Notre plateforme les aide à compléter les profils, puisqu'ils peuvent charger un CV, se connecter à LinkedIn. Donc rapidement, on est capable de détecter beaucoup de compétences des collaborateurs et en parallèle, on est connecté à l'ATS, donc en l'occurrence c'est SAP chez, Allianz, sur lequel on est capable de récupérer les offres et notre technologie, donc d'intelligence artificielle, est capable de lire les offres, d'en extraire des compétences et du coup de faire du matching. Hem Et ce qui est intéressant, c'est que les offres sur lesquelles on estime qu'il y a un matching intéressant, donc sur lesquelles il y a assez de compétences, détenues par le collaborateur et utiles pour l'offre, on va les suggérer automatiquement au collaborateur, sur lequel il va se déclarer intéressé ou pas. S'il ne l'est pas, en plus, il peut donner un feedback et expliquer, ce qui permet à l'IA de progresser et d'améliorer les suggestions. Et si par contre il est intéressé, il est redirigé directement, sur l'ATS pour, postuler et candidater. Donc, on est vraiment un accélérateur de la mobilité puisque, là où avant des personnes devaient aller rechercher d'eux-mêmes dans la bourse des emplois sans trop savoir où chercher ou alors attendre que les RH leur suggèrent des postes, on va aller directement à eux et leur pousser des choses et surtout leur permettre d'interagir. C'est-à-dire que c'est pas une boîte noire, une technologie où ils peuvent rien faire, rien dire. Il y a une vraie interaction et du coup, ça a eu un très fort succès, avec un impact, hyper important sur la mobilité chez eux. Mais du coup, ils se sont dit et si vous vous rappelez de la méthode VOF, c'est le premier point du vite, c'est qu'ils se sont dit: «Mais finalement, pourquoi on n'invite que les personnes qui sont en mobilité active?» Parce qu'en fait, on voit que par contre, le nombre de personnes qui se déclarent en mobilité active n'augmente pas, alors qu'on a des personnes qui partent et qui veulent faire autre chose. Et ils se sont dit: «En fait, il faut ouvrir à tout le monde». Même les personnes qui viennent d'arriver, il faut que dès le début, toutes les personnes du groupe puissent se projeter sur tous les métiers. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a les 9 000 personnes, de la France qui sont invitées, qui peuvent se projeter sur les métiers, et puis quand un poste ouvert aussi est associé à un métier est ouvert, bah, du coup, il est aussi prévenu, ce qui permet vraiment d'avoir un mouvement permanent et qu'on ait un vrai impact sur la mobilité. Et peut-être le dernier point que je voudrais aussi, préciser là-dessus, c'est, on a aussi travaillé sur une nouvelle fonctionnalité qui est hyper intéressante, c'est comment aussi j'anticipe les mobilités, côté RH, parce que c'est aussi souvent un sujet. C'est-à-dire que c'est parfois un peu le jeu des chaises musicales et c'est jamais très simple de se dire qu'au moment où j'ai un poste qui se libère, j'ai la bonne personne qui, au même moment, est disponible. Et ça, c'est un enjeu de tout le monde et du coup, on a mis en place, système de succession. C'est-à-dire que, on a créé un statut, qu'on appelle en veille chez Allianz et que dès que des personnes se mettent en statut en veille, automatiquement, ça va créer des postes ouverts, on va dire un peu fictifs, qui ne sont pas proposés aux collaborateurs, mais sur lesquels les RH peuvent voir déjà des profils intéressants, ce qui permet du coup d'anticiper au maximum. Et quand les personnes qui étaient en statut en veille deviennent actives et recherchent un poste ou l'ont, puisqu'on a déjà permis de créer un métier associé à ce poste ouvert, les RH sont capables de très rapidement identifier des profils intéressants et intéressés, puisque avec de la chance, ils sont déjà déclarés intéressés par les offres. Donc on est vraiment dans une logique de mouvement. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Elliot, pour rebondir en fait, c'est que finalement le projet Alliance illustre bien, la manière
dont l'état d'esprit change, chez les RH. C'est-à-dire qu'au début, c'était un projet qui était estampillé, on va dire, très mobilité interne, donc qui concernait finalement les gens, qui avaient émis le souhait de bouger et finalement après, on s'est rendu compte qu'il fallait que ça soit un projet, qui concerne tout le monde Oui. parce que, finalement, c'est un projet, enfin, c'est une solution qui doit travailler à l'employabilité des collaborateurs, qu'ils soient en situation de mouvement ou pas. Parce que le mouvement, c'est aussi être capable de se positionner par rapport à son propre poste et par rapport aux compétences et qu'on me demande sur mon poste et comment je me développe au sein de mon propre poste. Et c'est ça qui permet d'anticiper finalement, c'est ça qui permet d'avoir finalement une gestion un petit peu temps réel de tout ceci et c'est ce qui permet de favoriser l'engagement des équipes et ça, c'est important et ça fait le lien avec, finalement ce troisième sujet qui intéresse tout le monde, c'est de travailler à l'engagement des collaborateurs et redonner du sens aux carrières. Bah, tout l'enjeu, c'est ça, c'est de faire en sorte qu'on ait des collaborateurs engagés et ça veut dire décloisonner les outils et décloisonner aussi la manière dont on gérait les choses, traditionnellement et donc la mobilité interne, finalement, c'est quelque part, une notion qui va peut-être disparaître dans le temps. On va peut-être parler de mobilité, on va peut-être parler d'agilité, je ne sais pas. Mais en tout cas, le mouvement est perpétuel, que ça soit un mouvement qui se, caractérise par une mobilité, effective ou que ça soit un mouvement qui se caractérise par une mission que j'effectue parce qu'on souhaite me mobiliser sur une expertise que j'ai ou peut-être une action de mentoring que je peux mener auprès de collaborateurs qui souhaitent se développer sur une de mes expertises. Enfin voilà, donc ça c'est hyper intéressant et nos clients évoluent finalement avec ben, l'évolution des process et l'évolution de la culture, mais aussi parce qu'il y a il se passe des événements comme cette crise, pandémique où finalement, ben, ça a accéléré un certain nombre de Mmh. réflexions. Et du coup, c'est vrai que c'est en ça que je parlais de vertu tout à l'heure, de la pandémie. C'est que ça a quand même rebattu pas mal de cartes, dans la manière dont on gère, nos collaborateurs et dans la manière dont on leur permet de se projeter. Mmh. Bah, nous, par exemple, quand on lance un projet, donc, on a différents ateliers en phase de conception et on fait un atelier avec les RH où souvent, on pose des questions sur la visibilité et le rôle de chacun. C'est-à-dire, qui voit qui dans la plateforme et quel est le rôle des collaborateurs, des managers et des RH. Il y a 3 ans, quand on faisait ça, la conclusion de l'atelier, c'est toujours la même. Le collaborateur ne voit que son profil, le manager ne voit que son équipe et le RH, au global, voit tout. Et ça, au fur et à mesure, ça s'est décloisonné. D'abord avec le rôle du manager qui a évolué, qui dit: «Bah, finalement, un manager doit voir tout le monde. Il doit être aussi être acteur avec le RH dans la mobilité, dans les compétences et que du coup, il doit voir tout le monde». Et là, la dernière étape qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle vraiment la turn marketplace. C'est qu'on a maintenant chez tous nos clients et même les historiques qui avaient siloté, cassent tous les silos pour se dire en fait, on n'a plus le temps, que la compétence, passe par des process ou des workflows. Il faut tout ouvrir pour que la compétence soit accessible de tout le monde. Finalement, peu importe la forme que ça prend, comme tu dis Mathieu. C'est-à-dire que, une fois qu'on a la compétence et qu'elle est ouverte, elle va profiter aux RH pour, aller trouver des profils pour, des postes ouverts. Elle va profiter aux managers pour aller staffer des missions. Et là, je cite Veolia qui a vraiment lancé tout ça en même temps, cette Red Tan Marketplace. Elle va, permettre aux collaborateurs, puisque tout est ouvert, de trouver des profils pour du mentoring et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'une fois qu'on a construit le socle et cette base qui est vraiment connaître et vraiment, je le dis à tous les participants, si vous devez vraiment, avoir, enfin, un premier effort à faire et c'est le plus important, c'est vraiment cette première partie qui est connaître et avoir toutes les compétences de vos collaborateurs dans un outil. Puisque une fois que vous avez fait ça, entre guillemets, «tout est simple». C'est-à-dire qu'ensuite, une fois que vous avez cette matière, enfin, il faut évidemment des outils qui le permettent comme le nôtre, des fonctionnalités, mais ensuite, utiliser cette compétence-là pour, bah, l'ouvrir et créer un moteur de recherche intelligent pour que chacun puisse se trouver, faire du mentoring, faire du matching sur des missions, faire du matching sur de la mobilité, identifier des écarts de compétences entre des compétences et des postes pour suggérer des formations. Tout ça, c'est étape d'après, mais par contre, effectivement, ce qui est hyper important et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup, du coup, dès le lancement avec nos clients, c'est comment, par contre, créer ce premier socle avec toutes les compétences. Alors, il nous reste 5 minutes, enfin 7 minutes. On va peut-être prendre les questions, Elliot, parce qu'il y en a un certain nombre et il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Il y a une question de Carole qui nous demande: «Comment cartographiez-vous les compétences? D'où viennent les données? Comment sont-elles mises à jour?» Alors les compétences, viennent des collaborateurs, elles sont déclarées par les collaborateurs. Donc, il y a 2 possibilités, en fait. Chez la plupart de nos clients, on part d'un référentiel de base, c'est-à-dire un référentiel de base, soit lié à son secteur ou un autre. Donc 2 possibilités, soit le client, il a déjà son référentiel, il veut l'utiliser. Soit il n'a pas de référentiel de base et du coup, pour la première version, on l'aide à le créer
C'est-à-dire que, par exemple, on est capable de prendre tous ces postes ouverts et tous ces fiches métiers et nous, on a une technologie qui va détecter toutes les compétences présentes dans ces postes ouverts et ces métiers et du coup, lui suggérer ce premier référentiel de base et du coup, les collaborateurs, ensuite, il y a 2 possibilités. Soit ils s'évaluent sur une compétence du référentiel, donc le référentiel existant évolue et par contre, et c'est ça le point extrêmement intéressant et important, c'est qu'il est dynamique. C'est-à-dire qu'on permet aux collaborateurs, par contre, de déclarer des compétences qui n'existent pas dans le référentiel et c'est ça la mise à jour. C'est-à-dire que le référentiel n'est plus obsolète et il évolue et après, troisième point important, vous allez me dire: «Oui, mais le problème, c'est qu'un référentiel qui évolue, qui est dynamique, ça part dans tous les sens, c'est pas gérable». Et du coup, effectivement, il faut avoir une solution, bah, comme la nôtre, intelligente, qui permette de gérer de manière intelligente ces nouvelles déclarations, avec par exemple des fonctionnalités qui permettent à l'admin d'identifier des doublons. Par exemple, si un collaborateur a déclaré une compétence gestion de projet et une autre gestion projet, il manque le 2, mais en soi, c'est la même compétence. Et donc, il faut que l'outil soit capable de reconnaître que c'est la même compétence et de la gérer. Donc, euh, donc c'est à la fois un référentiel de base qui évolue avec les déclarations des collaborateurs, un outil intelligent et enfin, peut-être le dernier point, c'est aussi tout ce qu'on peut suggérer aux collaborateurs. C'est-à-dire que en plus que de ce qu'il va déclarer, nous aussi, on va analyser son profil. Donc, par exemple, s'il se connecte à LinkedIn et son CV et être capable de lui faire des suggestions. Notre IA est capable de détecter des compétences dans ses activités et lui suggérer. Et du coup, tout ça participe, à cartographier des compétences de nos clients. On va essayer de faire, plus rapide à la prochaine réponse, Elliot, OK. parce qu'il nous reste 5 minutes. Est-ce que dans les cas d'usage, tous les postes libres sont recensés ou des patrons peuvent continuer à recruter par cooptation sans candidature ouverte? Alors moi, je vais peut-être répondre à cela. Alors, les postes qui sont recensés dans l'application sont très souvent les postes qui sont déjà dans votre ATS. Donc nous, on va créer, un flux qui va permettre, d'importer les postes ouverts, dans l'ATS. Bien entendu, si vous voulez en créer directement dans l'application, c'est possible de le faire aussi. Et après, est-ce que des patrons peuvent continuer à recruter par cooptation sans candidature ouverte? Alors, ils peuvent utiliser le moteur de recherche et peut-être, identifier en amont des profils qui pourraient être intéressants. Peut-être qu'Eliott, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Comment ça se passe chez nos clients? Est-ce que, ils utilisent le moteur de recherche? Est-ce qu'ils créent des missions ou des postes dans la plateforme? Non, Comment ça effectivement, s'opère? et effectivement, l'objectif, c'est effectivement de récupérer tous les postes ouverts et tous les postes ouverts et après qu'on se le dise, il y a aussi la mise en place de règles et que du coup, il y a la chasse aux offres qui ne sont pas sorties sur l'ATS, sur lesquelles il n'y a pas eu cette possibilité-là. Donc effectivement, c'est hyper important que tous les postes soient au moins écrits et par contre, on permet que ce soit plus simple pour les RH et managers avec des templates, des choses comme ça qui permettent facilement la création de fiches de poste et de trouver des profils pertinents. Et ça fait le lien avec la question d'Emilia. Comment les managers prennent-ils le fait que le collaborateur peut postuler et suivre un process de recrutement en interne sans qu'il soit consulté? Bah, en fait, dans tous les cas, ça, c'est une décision aussi au niveau de chaque client de est-ce que le statut de mobilité du collaborateur est visé du manager? Et j'ai envie de dire s'il ne l'est pas et s'il ne l'est pas dans l'outil, le problème n'est pas dans l'outil. C'est-à-dire qu'il y a un moment un problème d'échange et c'est pas forcément l'outil qui va régler le problème. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est mettre du mouvement. Effectivement, on pousse quand même à que le statut de mobilité soit visible du manager pour qu'il y ait cette transparence. Par contre, effectivement, le rôle du manager et c'est là où dans son statut, ça change, c'est que là où avant il devait gérer que son équipe, il est aussi en charge maintenant globalement du développement des talents et que du coup, il ne pense plus qu'à sa propre équipe, puisqu'il sait que ce qu'il va perdre, il va aussi le gagner parce que d'autres personnes vont pouvoir arriver. Alors ça, on a commencé à y répondre, mais il y a une question de Leslie qui demande, dans le cas d'alliance, comment mobiliser ceux qui sont passifs, n'envisagent pas de mobilité et ne vont pas renseigner leurs compétences? Bah, on les aide, dans l'outil en comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'on évite absolument le syndrome de la feuille blanche en on ne pose pas comme question aux collaborateurs: «Qu'est-ce que vous savez faire?» On leur dit: «On pense que vous savez faire ça, est-ce que vous êtes d'accord?» Et ça paraît un détail, mais c'est hyper important et que du coup, en ayant vraiment cette logique de suggestion de compétences, en ayant lu, LinkedIn, le CV, on est aussi même connecté parfois en interne au SIRH et à tout ce qui est entretien annuel. On détecte de la compétence et on la suggère au collaborateur et très vite, on lui suggère des postes et du coup, il voit très vite la valeur qui est associée à l'outil et à la plateforme et du coup, c'est comme ça qu'on gagne des très hauts taux d'activation. Tu as vu, Merci. je suis rapide, hein, Mathieu, je Ouais, ouais, c'est parfait. Bon, après, il y a une question sur il y a une différence entre la mobilité dont se croit capable le collaborateur et ce que voit le manager pour le collaborateur. Du coup, les people reviews sont encore aussi importantes que l'outil de mobilité qui rend acteurs les collaborateurs? Non.
Enfin, c'est la question. Du coup, effectivement, l'un ne remplace pas l'autre. Je peux répondre Mmh. à cette question-là. Nous, heu, on va être un outil, d'aide à la réflexion pour le collaborateur, d'aide à la décision pour le manager, mais surtout d'aide à la discussion entre le manager et son RH, et les discussions, elles sont encore et toujours importantes, et les people review aussi, les entretiens annuels aussi. L'un ne vient pas remplacer l'autre, et donc bien entendu, in fine, en bout de chaîne, nous, on a fait en sorte d'accélérer la rencontre dynamique entre l'offre et la demande de compétences, mais en bout de chaîne, c'est l'humain qui entre en scène et qui fait des choix et qui échange. Donc effectivement, les 2 approches sont très complémentaires. Marie-Pierre Comme qui nous dit ouais, vas-y, j'allais juste vas-y. dire par contre, c'est pas important qu'il y ait un lien entre les 2. C'est-à-dire que Exactement. et c'est pour ça qu'avoir ce référentiel de compétences, comme je disais, qui est hyper important, pour moi, c'est enfin, on répond enfin à une équation, compliquée des RH depuis longtemps où il y a des référentiels de compétences dans les people review, dans la formation, dans les fiches métiers, dans les postes ouverts. Si on a ce référentiel de base, qu'on construit et qu'on sait mettre à jour, ensuite il alimente tout. C'est un peu comme une prise, multiple qui alimente tout, les cas d'usage, et c'est ça qui est intéressant, et du coup, notamment les people review. Marie-Pierre nous dit: «L'engagement d'employabilité interne et externe de la part de l'employeur est un des plus difficiles à tenir». Effectivement, et il est d'autant plus difficile à tenir quand on c'est quand même compliqué pour, un RH, un employeur de manière générale, de gérer, plusieurs centaines de collaborateurs, et donc du coup, bah, il faut être aidé, en cela. Ça ne veut pas dire qu'on réussira forcément, mais en tout cas, ça aide à faire en sorte que la promesse soit tenue. Il y a Eric qui nous dit que dans la GPEC, vous parlez de compétences et dans votre outil, vous évoquez la possibilité de se mobiliser. Est-ce que votre outil permet la mise en évidence des motivations indépendamment des postes ouverts? La réponse est oui. L'idée, c'est de faire en sorte aussi que les collaborateurs, comme on le disait en préambule, puissent, exprimer des motivations et des appétences, au-delà des pures, compétences qu'il a aujourd'hui. L'enjeu, c'est d'aller chercher aussi, les compétences qu'il souhaite développer, vers quoi il a envie d'aller, et donc c'est effectivement pris en compte, dans l'application, et ça doit ressortir, dans les tableaux de bord que l'on met à la disposition des managers et des RH, parce que c'est une des données indispensables pour être capable d'anticiper et de piloter au mieux et de personnaliser au mieux la carrière des collaborateurs. Elliot, une question sur les managers. Certaines études révèlent que les collaborateurs ne quittent pas un emploi, mais quittent un manager. Cela sous-entend que les employés ne cherchent pas forcément un poste nécessitant des compétences, ils cherchent également environnement humain. Votre outil dresse-t-il un profil en termes de soft skills ou de personnalité? Alors les soft skills ont une part importante dans le matching qu'on fait et dans le fait de mobiliser. C'est-à-dire que dans une offre, on va être capable d'identifier des hard skills et des soft skills. Après, on n'a pas encore de tests de personnalité, effectivement dans la plateforme qui permettent. Par contre, on a une solution qui est totalement, intégrée à d'autres produits et à d'autres plateformes, et que du coup, par exemple, je sais pas si on a le droit de citer d'autres produits, mais en tout cas, on saurait se connecter à des outils pour récupérer ces compétences-là, et effectivement, encore une fois, qu'elles ne restent pas silotées, mais qu'elles soient utiles, et notamment utiles pour, les mobiliser, et donc dans le cadre de mobilité. Donc oui, elles ont une part importante. Top. Et du coup, merci Élise, d'avoir répondu à notre place à la question de l'or. Donc, oui, la solution s'appelle bien 365 talents. Hem, je crois que le webinaire touche à sa fin. Hem, on a tenté de répondre, à toutes les questions. Je pense qu'on les a toutes balayées. Bien sûr, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous solliciter, on y répondra avec plaisir. Merci d'avoir été si nombreux, à vous connecter à cet échange. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir, je pense qu'Eliott aussi. Merci, encore, à Ferhat et l'équipe de Parlons RH de nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui sur ce sujet qui nous passionne et qui va continuer de nous passionner, parce que la fuite des talents continue. Donc voilà, nous sommes à votre disposition si jamais vous souhaitez en savoir plus, encore une fois, et il ne reste plus qu'à vous dire, au revoir et bon après-midi. Merci à tous, bon après-midi, au revoir.